Mes propres enfants me vendaient comme un vieux meuble pendant que je faisais semblant de dormir, écoutant chaque mot venimeux sortir de leur bouche pourrie. Caché derrière la porte de ma propre chambre, moi, Hélène Moreau, 66 ans, je les regardais planifier mon exil comme on planifie des vacances. Mon fils Julien, père d'un garçon de 12 ans avec Caroline, comptait les billets qu'il venait de sortir de mon coffre pendant que Caroline, cette vipère que j'avais accueillie chez moi comme une fille, murmurait « Quand la vieille mourra à la maison de retraite, on partage tout moitié-moitié. J'espère que ça ne prendra pas trop longtemps, j'en ai marre de faire semblant de l'aimer. » Sophie tenait mon testament dans ses mains sales, riant parce qu'elle croyait que je l'avais bien caché. « Regarde ça, frère, ici elle nous laisse tout à parts égales. Heureusement qu'elle n'a jamais su qu'on l'avait déjà lu. » L'odeur de la trahison remplissait ma maison, se mêlant au parfum bon marché de Caroline et à la fumée de cigarettes que Julien soufflait sur mon canapé en velours bordeaux, celui que j'avais acheté quand ils étaient enfants et que je croyais encore à l'amour familial. « La maison de retraite à Bruxelles est déjà payée pour 6 mois, dit Sophie en consultant son téléphone. Quand l'argent sera fini, elle sera déjà tellement mal qu'elle ne remarquera rien. Les 3 rirent, comme des hyènes affamées, et je sentis quelque chose mourir dans ma poitrine. Ce n'était pas mon cœur, c'était ma foi en l'humanité. Caroline sortit mon collier de perles de la boîte à bijoux, celui qui avait appartenu à ma grand-mère, et le mit devant le miroir, comme s'il était déjà à elle. « Celui-ci ira parfaitement avec ma robe pour le mariage de ma sœur, » murmura-t-elle en caressant chaque perle qui avait plus d'histoire que toute sa famille réunie. Julien applaudit. « Tu es magnifique, mon amour. Ce collier t'a toujours mieux convenu qu'à la vieille. » Le mot « vieille » sortit de la bouche de mon propre fils comme un crachat. Cet enfant que j'avais élevé avec amour, que j'avais nourri de mon propre lait, dont je m'étais occupé quand il avait eu une pneumonie. Ce même garçon m'appelait maintenant la vieille, comme si j'étais un déchet à jeter. Mon corps tremblait de rage contenue, tandis que je voyais Sophie ouvrir mes albums photos et les jeter un par un à la poubelle. 40 ans de souvenirs, de premiers sourires, de premiers pas, d'anniversaires heureux. Tout partait directement à la poubelle. « À quoi ça lui servira des photos là où elle va ?» dit-elle avec une cruauté qui me glaça le sang. Julien ouvrit mon ordinateur portable et commença à vérifier mes comptes bancaires avec un sourire qui me retourna l'estomac. « Regardez ça, la vieille a plus de fric qu'on pensait. On peut acheter cet appartement à l'île de Nantes que Caroline voulait tant. » Caroline sauta d'excitation. « Oui, et on peut aussi faire ce voyage à Monte-Carlo qu'on n'a jamais pu se payer. Monte-Carlo avec mon argent, l'appartement avec mon travail, tout payé avec la sueur d'une femme qui s'était tuée au travail pour leur donner une vie meilleure. » L'horloge du salon marquait 23 heures quand Caroline demanda « Et si la vieille résiste demain ?» Julien rit avec une méchanceté qui me fit trembler. « Tout est arrangé. Le docteur Bernard va nous aider. On dira qu'elle a une démence sénile et qu'elle ne peut plus s'occuper d'elle-même. Les papiers sont déjà prêts. » Bernard, mon médecin de confiance pendant 15 ans, était aussi dans le complot. L'homme à qui je confiais mes douleurs, mes peurs, mes secrets médicaux m'avait trahi pour quelques billets. Cette nuit-là, je ne pus fermer les yeux. Je restais éveillée dans mon lit, celui où j'avais pleuré la mort de mon mari, où j'avais rêvé de voir mes petits-enfants grandir. Maintenant, ce lit ressemblait à un cercueil où j'attendais mon enterrement de mon vivant. Mais au lieu de me résigner, je passais toute la nuit à planifier comment échapper au piège que mes propres enfants m'avaient tendu. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le lendemain arriva comme une sentence de mort. Je me levai avec le goût amer de la trahison encore collé dans ma gorge, faisant semblant d'avoir bien dormi. L'arôme du café fraîchement préparé montait de la cuisine, ce même café que j'avais préparé pour eux pendant des décennies. Sophie frappa à la porte de ma chambre. « Bonjour maman, comment as-tu dormi ?» Sa voix fausse, sucrée comme du miel empoisonné, me donnait la nausée. Je descendis les escaliers lentement, me tenant à la rampe comme une vieille dame sans défense, chaque pas calculé pour qu'il ne soupçonne rien. Julien était assis sur mon canapé préféré, lisant le journal avec cette tranquillité de celui qui a déjà gagné la guerre. Il portait la chemise que je lui avais offerte pour la fête des pères, maintenant un déguisement de fils aimant.
Caroline préparait le petit déjeuner dans la cuisine, utilisant mes assiettes en porcelaine de Limoges, celles que je ne sortais que pour les grandes occasions. Quelle ironie que mon dernier petit déjeuner à la maison soit servi dans la vaisselle des célébrations. Je me suis assise à la table où j'avais pris le petit déjeuner pendant 30 ans. Le pain avait un goût de carton, le jus d'orange semblait acide. « Maman, nous avons une surprise pour toi », annonça Sophie. Elle sortit une enveloppe dorée de son sac. « Nous t'offrons un voyage en Belgique, dans un endroit magnifique, où tu vas rencontrer des gens de ton âge et tu seras super confortable. » L'enveloppe contenait les documents de ma condamnation déguisés en cadeaux. Billets d'avion, informations de la maison de retraite, autorisation médicale, tout parfaitement planifié. « Je ne veux aller nulle part, » leur dis-je. « Je suis bien ici dans ma maison. » Julien posa le journal sur la table avec un bruit sec. « Maman, tu ne peux plus vivre seule. Hier, tu as oublié de fermer le gaz. Tu aurais pu causer une explosion. » Mensonge. Je n'avais jamais rien oublié, mais ce serait leur excuse. Caroline s'approcha et prit mes mains. « Hélène, mon amour, c'est pour ton bien. Là-bas, tu auras des infirmières 24 heures sur 24, des activités, tout ce dont tu as besoin à ton âge. » Sophie ajouta. « De plus, nous avons déjà parlé avec le docteur Bernard et il est d'accord. Il dit que tu as besoin d'une surveillance médicale constante. » Le nom de Bernard sortit de sa bouche comme un coup de poignard de plus. « L'avion part cet après-midi, maman, » dit Julien. « Tout est arrangé. Il n'y a pas de retour en arrière. »« Et si je ne veux pas y aller ?» demandai-je. Les trois s'échangèrent des regards avec cette complicité de criminels qui avaient répété chaque mouvement. « Ce n'est pas optionnel, maman, » répondit Sophie avec une froideur qui me glaça les os. « Nous avons déjà obtenu une décision du juge des tutelles. Les papiers sont signés. Nous sommes tes tuteurs légaux maintenant. » À ce moment, on sonna à la porte. Le docteur Bernard arriva avec sa mallette noire et ce sourire qui autrefois me rassurait. « Hélène chérie, comment allez-vous » Il venait m'examiner pour signer les papiers qui certifieraient ma prétendue démence. « Asseyez-vous ici, Hélène, » me dit-il. Bernard ouvrit sa mallette, sortant des instruments médicaux qui brillaient sous la lumière. Julien s'assit à mes côtés, tenant mon bras avec cette tendresse feinte qui me dégoûtait. « Hélène, vous souvenez-vous de ce que vous avez mangé au petit déjeuner aujourd'hui » demanda Bernard en notant mes réponses. « Vous savez quel jour nous sommes ? Vous souvenez-vous du nom du président ?» Question conçue pour me confondre, pour me faire douter de ma propre santé mentale. Sophie s'approcha avec de fausses larmes. « Docteur, hier, elle a oublié d'éteindre la cuisinière. Nous sommes très inquiets. Mensonge après mensonge. » Caroline ajouta. « Hier soir, nous l'avons trouvée marchant dans la maison en pyjama, disant qu'il y avait des voleurs. Nous pensons qu'elle a des hallucinations. » Bernard hocha la tête. « C'est normal à cet âge, Hélène. Le cerveau se détériore et a besoin d'une surveillance constante. » Julien montra à Bernard une pile de papiers. Procuration, autorisation médicale, documents qui me transformaient en incapable légal. « Nous avons tout prêt, docteur. Nous avons juste besoin de votre signature pour que ce soit officiel. La signature qui m'enterrerait vivante. » Bernard signa chaque document avec ce stylo doré qui brillait comme de l'or taché de sang. Caroline m'aida à enfiler mon manteau noir. Le taxi attendait dehors, moteur allumé, comme un corbillard prêt à m'emmener à ma dernière destination. Julien porta ma petite valise. Sophie m'embrassa à la porte. « Nous viendrons te voir bientôt, maman », murmura-t-elle. Mais ces mots sonnaient vides. Le taxi s'éloigna lentement de la rue où j'avais vécu toute ma vie adulte. Pendant le trajet vers l'aéroport de Nantes, le chauffeur essaya d'engager la conversation. « Des vacances ? Quelque chose comme ça, » répondis-je. L'avion décolla, emportant mes derniers vestiges d'espoir vers les nuages gris qui couvraient Bruxelles. 2 heures de vol pour arriver à l'endroit où mes enfants avaient décidé que je mourrais seule. En atterrissant à Bruxelles, le froid belge me gifla le visage comme une claque de la réalité. Un homme avec une pancarte qui disait « Hélène Moreau ». Résidence Les Lilas m'attendait à la sortie, vêtue d'un uniforme blanc. « Madame Hélène, bienvenue à Bruxelles. » La résidence. Les Lilas s'élevaient comme un palais de marbre blanc, avec des jardins parfaitement entretenus. La directrice me reçut dans le hall. « Madame Hélène, quel plaisir de vous avoir parmi nous. Ici, vous serez très confortable. »
On m'assigna la chambre 204, une petite chambre propre avec vue sur le jardin. La première nuit au lilas fut la plus longue de ma vie. Le lit était confortable, la nourriture décente, le personnel aimable, mais rien ne pouvait remplir le vide que je sentais dans ma poitrine. Monique, ma camarade de chambre, avait 80 ans et était là depuis 3 ans. « Au début, ça fait mal, » me dit-elle en se préparant à dormir. « Mais après, on s'habitue. Les enfants ont leur vie. Nous avons déjà fait notre temps. » Sa résignation me faisait plus de peine que de colère. Pendant les 3 premières semaines à la résidence Les Lilas, j'essayais d'appeler Julien et Sophie, mais ils avaient toujours des excuses. « Nous sommes très occupés avec le travail, maman. On t'appellera la semaine prochaine. » Peu à peu, je compris que ma déportation incluait aussi ma mort sociale, mon élimination graduelle de leur vie. Les lettres que je leur écrivais revenaient sans être ouvertes. Les courriels étaient renvoyés comme si mon adresse avait été bloquée. Un après-midi, en me promenant dans les jardins de la résidence, j'entendis une infirmière parler au téléphone d'une résidente dont la famille avait vendu sa maison sans la prévenir. C'est ce qui arrive toujours. Ils les amènent ici, et après ils oublient qu'ils existent. Ces mots me glacèrent le sang parce que je savais qu'elle parlait de moi. Ce soir-là, je décidai de faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis le premier jour, appeler mon avocate à Nantes. Maître Dubois avait été ma conseillère juridique pendant 15 ans, une femme intègre qui connaissait tous mes biens, tous mes investissements. « Hélène, où êtes-vous » fut la première chose qu'elle me demanda. « Vos enfants sont venus à mon cabinet en disant que vous étiez morte d'un infarctus en Belgique. Ils ont même apporté un acte de décès falsifié. Le monde s'écroula sur moi. Mes propres enfants m'avaient tuée légalement pour accélérer l'héritage. Maître Dubois, je suis vivante et j'ai besoin de votre aide, lui dis-je, la voix étranglée. Je lui racontai tout, la tromperie, la maison de retraite, les documents falsifiés, la vente de ma maison, tout le plan diabolique qu'ils avaient exécuté avec précision militaire. Hélène, c'est très grave. S'ils ont présenté un acte de décès faux, ils ont commis un faux et usage de faux. Mais il faut que vous reveniez en France pour que nous puissions agir légalement. Pendant les 5 jours suivants, je fis semblant de m'adapter à la résidence tout en planifiant ma fuite. Le représentant de Maître Dubois arriva. La 4e semaine après mon arrivée en Belgique, un avocat belge nommé Maître Laurent, qui révisa tous mes documents et confirma ce que nous savions déjà. « Madame Hélène, vous êtes ici illégalement. C'est un enlèvement déguisé en soins médicaux. » Maître Laurent travailla comme un détective privé pendant 2 semaines, rassemblant les preuves de l'arnaque que mes enfants avaient montée. « Hélène, c'est pire que nous pensions, » me dit-il. « Vos enfants ont non seulement falsifié votre mort, mais ils ont déjà vendu votre maison, vidé vos comptes bancaires et vivent comme des millionnaires avec votre argent. » Chaque mot était un coup de poignard de plus. Maître Dubois m'appelait toutes les nuits pour coordonner l'opération de sauvetage. Nous devons faire en sorte que vous reveniez sans qu'ils s'en aperçoivent. S'ils découvrent que vous êtes vivante avant l'heure, ils vont cacher les preuves. Mon plan commença à prendre forme quand je découvris qu'à la résidence, il y avait un ordinateur pour l'usage des résidents. Pendant les nuits, quand tout le monde dormait, je descendais silencieusement pour vérifier mes comptes bancaires en ligne. Ce que je vis confirma mes pires soupçons. Mes économies de toute une vie avaient disparu, transférées vers des comptes que je ne reconnaissais pas. Julien avait ouvert des comptes au nom de sociétés fantômes pour blanchir mon argent. Caroline avait acheté l'appartement à la plage dont elle avait toujours rêvé. Sophie avait payé l'université privée de ses enfants avec l'argent que j'avais économisé pour mes propres frais médicaux. Mais ma découverte la plus dévastatrice arriva quand je trouvai les réseaux sociaux de Caroline. Elle avait publié des photos de ma maison complètement rénovée, avec de nouveaux meubles achetés avec mon argent. Sur une photo, elle apparaissait trinquant au champagne dans le jardin, célébrant la nouvelle phase de leur vie. Sophie avait été encore plus cruelle dans ses publications. Elle avait posté une vidéo en pleurant, racontant comme ça avait été difficile de perdre maman si soudainement, remerciant le soutien de ses abonnés pendant ce moment tragique. 500 personnes avaient commenté, envoyant des condoléances pour ma prétendue mort subite. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Voir comment mes propres enfants avaient transformé ma destruction en contenu pour les réseaux sociaux me remplit d'une rage que je ne savais pas exister en moi. Mais cette rage se transforma en détermination froide,
en un plan de vengeance qui serait aussi parfait que leur arnaque. Maître Laurent m'apporta des nouvelles encourageantes la semaine suivante. Maître Dubois a déjà déposé une plainte pénale pour fraude, falsification de documents et abus de confiance. Elle a aussi obtenu une ordonnance judiciaire pour geler tous les comptes bancaires associés à votre nom. Mais Hélène, ajouta-t-il sérieusement, vous devez revenir bientôt. L'enquête avance plus vite si vous êtes présente pour témoigner. Après 2 mois et demi passés à la résidence Les Lilas, 2 mois et demi d'humiliation et de tristesse en terre étrangère, ma fuite devint enfin possible. Ma fuite de la résidence fut plus facile que je ne l'espérais. Maître Laurent avait arrangé tous les papiers légaux pour prouver que mon internement avait été frauduleux. La directrice des Lilas s'excusa 1000 fois, expliquant qu'ils avaient agi de bonne foi. Le vol de retour vers la France fut complètement différent. Je n'étais plus une vieille dame vaincue déportée par ses enfants, mais une femme de 66 ans planifiant la vengeance la plus douce de sa vie. Maître Dubois m'attendait à l'aéroport de Nantes avec un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. « Hélène, vous êtes radieuse, » me dit-elle en m'embrassant, prête à leur donner la surprise de leur vie à ces enfants ingrats. Pendant le trajet, Maître Dubois me mit à jour sur tout ce qu'elle avait découvert pendant mon absence. Julien a acheté une voiture de luxe allemande. Caroline a fait de la chirurgie esthétique dans la clinique la plus chère de la ville. Sophie a refait toute sa maison. Tout avec votre argent, Hélène, mais ils ne peuvent plus toucher un centime. Et ils savent que je suis revenue ? Demandai-je. Ils n'en ont pas la moindre idée. Officiellement, vous êtes toujours morte pour eux. Ils vont recevoir la surprise de leur vie quand vous apparaîtrez à l'audience judiciaire la semaine prochaine. Maître Dubois avait réservé un hôtel pour moi, près du centre-ville, où je pourrais me préparer pour la confrontation finale. Hélène, je veux que vous sachiez que pendant ces mois, j'ai rassemblé des preuves. J'ai des enregistrements audio, des captures d'écran, des extraits bancaires, tout ce dont nous avons besoin pour prouver leur culpabilité. Ce soir-là, dans la solitude de ma chambre d'hôtel, je me regardais dans le miroir et vis une femme différente. Les mois en Belgique m'avaient endurci, m'avaient donné une force que je ne savais pas avoir. Je n'étais plus l'Hélène naïve qui faisait aveuglément confiance à l'amour familial. J'étais une Hélène plus sage, plus forte et définitivement plus dangereuse. Maître Dubois me révéla alors le coup le plus dur. « Hélène, il y a quelque chose de plus que vous devez savoir. Nous avons trouvé des preuves que ce n'était pas une décision spontanée. Ils ont planifié votre internement pendant au moins 6 mois. Ils ont même falsifié une ordonnance du juge des tutelles pour obtenir la tutelle légale sur vous. Le faux jugement portait la signature contrefaite d'un magistrat qui n'avait jamais traité votre dossier. Nous avons des courriels entre eux, discutant comment partager votre héritage depuis janvier de cette année. Le silence qui suivit fut sépulcral. 6 mois. Ils avaient planifié mon exil pendant 6 mois, souriant à mon visage, pendant qu'ils tramaient ma destruction en secret. 6 mois, répétai-je, sentant quelque chose se briser définitivement dans mon cœur. 6 mois à faire semblant de m'aimer pendant qu'ils planifiaient comment se débarrasser de moi. Maître Dubois lut un des courriels à voix haute. J'ai déjà cherché 3 maisons de retraite en Belgique. Celle de Bruxelles est parfaite parce qu'elle ne parle pas flamand et sera complètement isolée. Je calcule que dans 2 ans maximum, nous serons libres. Le courriel était signé par Julien et envoyé à Sophie, avec copie à Caroline. 2 ans maximum. Je répétais les mots comme s'ils étaient une sentence de mort. Ils avaient calculé que, dans 2 ans, je serais morte de tristesse et d'abandon. Quelle précision mathématique pour mesurer le temps d'agonie de leur propre mère. « Hélène, me dit Maître Dubois en tenant mon bras avec la tendresse que mes propres enfants m'avaient refusée, voulez-vous poursuivre avec les accusations criminelles ou préférez-vous que nous réglions ça de manière civile ? C'était mon moment de décider entre la justice légale et la vengeance personnelle. Je regardais les preuves étalées sur la table. Pendant 66 ans, j'avais été Hélène la mère, Hélène la protectrice, Hélène qui pardonne tout. Mais cette Hélène était morte dans cette maison de retraite belge. Poursuivez avec toutes les accusations, dis-je avec une fermeté qui me surprit. Je veux qu'ils paient pour tout ce qu'ils m'ont fait, chaque larme, chaque nuit d'insomnie, chaque moment d'humiliation. C'était ma résurrection complète, ma transformation de victime en justicière.
Le matin de la confrontation arriva comme une aube de justice. Maître Dubois avait tout planifié avec la précision d'un général préparant une bataille décisive. « Hélène, aujourd'hui vos enfants vont découvrir qu'ils ont tué la poule aux œufs d'or, mais la poule a ressuscité et elle est furieuse. » Le plan était parfait. Julien et Sophie avaient été convoqués à l'étude notariale pour signer les derniers papiers de l'héritage de leur mère morte. Ils croyaient qu'ils allaient recevoir les actes de propriété supplémentaires qu'ils avaient découverts parmi mes documents. « Vous êtes prête pour ça ?» me demanda Maître Dubois. Mon cœur battait comme un tambour de guerre, mais mon esprit était froid comme l'acier. Plus que prête. J'ai attendu des mois pour ce moment. Nous arrivâmes tôt et nous nous positionnâmes stratégiquement. Je serais caché dans le bureau à côté, écoutant tout à travers la porte entr'ouverte. À 10 heures précises, j'entendis les voix familières de mes enfants dans le couloir. Julien parlait avec cette arrogance de nouveau riche. « J'espère que ce sera la dernière signature. J'en ai marre de toute cette paperasse. » Sophie riait. « Au moins, on a terminé avec tout ce processus. Maman aurait été fière de nous voir si bien gérer ses affaires. » Caroline entra en se plaignant du trafic, portant un sac de marque qui coûtait plus que le salaire mensuel d'une famille ouvrière. Maître Dubois les reçut avec ce sourire professionnel. « Bonjour famille Moreau. Merci d'être venu si ponctuellement. Nous avons quelques affaires importantes à régler concernant l'héritage de Madame Hélène. »« Encore des affaires ?» demanda Julien avec impatience. « Nous pensions avoir terminé avec toutes les démarches légales. »« Eh bien ?» répondit Maître Dubois en organisant les papiers sur son bureau. « Il y a eu quelques irrégularités qui sont apparues et que nous devons clarifier avant de poursuivre avec les transferts finaux. » Le mot « irrégularité » flotta dans l'air comme une bombe prête à exploser. « Quel genre d'irrégularité » demanda Sophie. « Nous avons été complètement transparents dans tout ce processus. Voyez-vous, continua Maître Dubois avec le calme d'un chasseur guettant sa proie, nous avons reçu des informations suggérant que l'acte de décès présenté initialement pourrait avoir quelques incohérences. Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. J'entendis Julien bouger nerveusement sur sa chaise. « Des incohérences, répéta-t-il. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. L'acte a été délivré par l'hôpital de Bruxelles où maman est morte. En effet, l'hôpital de Bruxelles a délivré un acte. Mais il se trouve que la personne qui est morte dans cet hôpital s'appelait Hélène Dupont, pas Hélène Moreau, comme votre mère. » Le bruit de papier tombant sur le sol m'indiqua que quelqu'un avait perdu le contrôle. « Ça doit être une erreur administrative, » balbutia Caroline. « Les hôpitaux font des erreurs tout le temps. »« Que curieux que vous mentionniez ça, » répondit Maître Dubois. « Parce que nous avons aussi contacté directement la résidence Les Lilas à Bruxelles, où votre mère était soi-disant internée. »« Et qu'est-ce qu'ils ont dit ?» demanda Sophie avec une voix si petite que je pouvais à peine l'entendre. « Ils ont dit quelque chose de très intéressant. Ils ont dit qu'Hélène Moreau avait reçu son congé il y a 3 semaines et était revenue en France, bien vivante, bien lucide et très en colère d'avoir été internée sur la base de documents falsifiés. Le fracas qui suivit sonna comme une symphonie de panique. Chaises tombant, cris étouffés, pas courant vers la porte, mais Maître Dubois avait fermé à clé. « C'est impossible, » cria Julien. « Ma mère est morte. Nous avons vu l'acte. Nous avons payé les funérailles. » Sophie commença à hyperventiler. « Maître Dubois, ça doit être une erreur. Maman est morte d'un infarctus en Belgique. »« Procédure, » interrompit Maître Dubois avec une froideur qui me remplit de fierté. « Vous faites référence aux procédures où vous avez falsifié la signature de votre mère sur des documents notariés ou aux procédures où vous avez soudoyé un médecin pour qu'il certifie une démence inexistante ?» C'était mon moment. Je me levai de ma chaise avec la dignité d'une reine qui revient réclamer son trône usurpé. J'ouvris la porte du bureau à côté et entrai dans la salle de réunion comme un fantôme qui revient régler ses comptes avec les vivants. Le silence qui suivit mon apparition fut si absolu que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Julien fut le premier à me voir, et son visage se transforma en un masque de pure horreur. « Maman, balbutia-t-il. « Mais tu es morte. » »« Non, Julien. Bien vivante, bien lucide et très en colère. » Ma voix sonnait différente, plus profonde, plus puissante. Sophie s'évanouit, s'effondrant littéralement sur sa chaise. Caroline agrippa la table,
mais ses yeux étaient fixés sur moi comme si j'étais une apparition surnaturelle. « Hélène, mon amour ?» bégaya Caroline. « Quelle joie de te voir. Nous pensions que tu avais… » Sa voix se brisa. « Vous pensiez que j'étais morte ?» dis-je en marchant lentement autour de la table comme un prédateur guettant ses proies. « Ou vous espériez que je sois morte, parce qu'il y a une très grande différence entre ces deux choses, ne trouvez-vous pas ?» Julien essaya de se lever, mais ses jambes ne le soutenaient pas. « Maman, nous pouvons tout expliquer. Il y a eu un malentendu. » « Un malentendu », répétai-je avec un rire qui me sortit de l'âme. Appeler Bernard pour qu'il certifie ma démence était un malentendu. Vider mes comptes bancaires était un malentendu. Vendre ma maison était un malentendu. Maître Dubois ouvrit une autre chemise et commença à étaler des photographies sur la table. Captures d'écran des réseaux sociaux, photos de leurs achats de luxe, vidéos de leurs célébrations. « Regardez ça, dit Maître Dubois. Voici Caroline célébrant sa nouvelle vie le même jour où vous avez interné votre mère en Belgique. C'était aussi un malentendu ?» Sophie avait repris conscience, mais semblait être en état de choc. « Maman, nous pensions que c'était le meilleur pour toi. La maison de retraite était très belle, elle avait de bons soins. Le meilleur pour moi, explosai-je. Le meilleur pour moi, c'était de mourir seule et abandonnée dans un pays étranger pendant que vous dépensiez mes économies de toute une vie ? Maître Dubois s'approcha de mes enfants avec une dernière chemise, la plus épaisse de toutes. Voici la plainte pénale que nous avons déposée contre vous. Fraude documentaire, abus de confiance, faux et usage de faux et enlèvement. Chacun de ces crimes a une peine minimale de 5 ans de prison. Sophie fut la première à essayer le chemin de la supplication, tombant à genoux devant moi. « Maman, pardonne-nous s'il te plaît. Nous avons commis une terrible erreur, mais nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous détruire comme ça. » Ses larmes mouillaient le sol de marbre, mais j'avais pleuré des océans en Belgique. « Famille », répétai-je le mot comme s'il était un poison dans ma bouche. Les familles prennent soin les unes des autres, se protègent, s'aiment inconditionnellement. Vous m'avez traité comme un déchet qui devait être jeté le plus loin possible. Maître Dubois révéla alors le coup de grâce. « Hélène, il y a quelque chose de plus que vous devez savoir. Nous avons trouvé des preuves que ce n'était pas une décision spontanée. Ils ont planifié votre internement pendant au moins 6 mois. Nous avons des courriels entre eux discutant comment partager votre héritage depuis janvier de cette année. » Maître Dubois lut un des courriels à voix haute. « J'ai déjà cherché 3 maisons de retraite en Belgique. Celle de Bruxelles est parfaite parce qu'elle ne parle pas flamand et sera complètement isolée. Je calcule que dans 2 ans maximum, nous serons libres. » Le courriel était signé par Julien. « 2 ans maximum, répétai-je. Ils avaient calculé que dans 2 ans, je serais morte de tristesse. « Hélène, dit Maître Dubois en tenant mon bras, voulez-vous poursuivre avec les accusations criminelles ou préférez-vous que nous réglions ça de manière civile ?» Je regardais mes 3 bourreaux, tremblant devant moi. Julien fit une dernière tentative désespérée. « Maman, pense aux petits-enfants. Thomas t'aime. Les enfants de Sophie te demandent tous les jours. Ils ne peuvent pas grandir en sachant que leur grand-mère a fait emprisonner leurs parents. Les petits-enfants, répétai-je avec une tristesse infinie. Les mêmes petits-enfants à qui vous avez dit que j'étais morte. Les mêmes qui ont pleuré à mes fausses funérailles pendant que vous faisiez semblant d'être triste. Poursuivez avec toutes les accusations. Je veux qu'ils paient pour tout ce qu'ils m'ont fait. 6 mois après ce jour à l'étude notariale, je me lève tous les matins dans ma nouvelle maison face à la mer à la Baule. Le son des vagues se brisant contre les rochers est la seule musique dont j'ai besoin pour accompagner mon café matinal, servi dans des tasses en porcelaine que j'ai choisies moi-même. La justice s'est déplacée lentement, mais implacablement. Julien a été condamné à 6 ans de prison ferme pour faux et usage de faux, abus de confiance et séquestration de personnes vulnérables. Caroline a reçu 4 ans de prison ferme comme complice active dans tous les crimes. Sophie, considérée comme moins impliquée dans la planification initiale, a reçu 3 ans de prison avec sursis et 200 heures de travaux d'intérêt général dans une maison de retraite pour personnes âgées. Quelle ironie poétique qu'elles doivent maintenant s'occuper de personnes âgées abandonnées tous les jours. Le tribunal a ordonné la saisie et la vente de tous les biens acquis avec mon argent.
La voiture de luxe allemande de Julien a été vendue aux enchères. L'appartement que Caroline avait acheté à l'île de Nantes a été confisqué et revendu. Même les résultats de sa chirurgie esthétique à 20 000 € sont restés comme preuve visible de sa cupidité. La maison rénovée de Sophie a été saisie partiellement pour rembourser les frais d'université de ses enfants qu'elle avait payés avec mes économies. Au total, j'ai récupéré 1 200 000 € sur mes comptes, incluant le produit des ventes forcées, les remboursements directs, plus les intérêts et les pénalités que le juge a considérées justes. Mais plus important que l'argent, j'ai récupéré ma dignité. Maître Dubois est devenu non seulement mon avocate, mais mon amie la plus proche. Mon Nouveau Testament est une œuvre d'art juridique rédigée avec la précision d'un chirurgien par Maître Dubois. En France, la loi m'oblige à laisser à mes 2 enfants la réserve héréditaire, soit 2/3 de mon patrimoine qu'ils devront se partager. Mais le tiers restant, ma quotité disponible, ira intégralement à 5 organisations caritatives qui aident les personnes âgées abandonnées par leur famille. Dans une clause spéciale que Maître Dubois a rédigée avec un sourire malicieux, j'ai stipulé que mes enfants ne pourront toucher leur part qu'après avoir purgé leur peine de prison et remboursé intégralement les sommes qu'ils m'ont volées, avec intérêt. En attendant, cet argent restera bloqué sur un compte séquestre. De plus, j'ai demandé que chaque euro qu'ils recevront de la réserve héréditaire leur soit versé mensuellement par petite somme de 200 €, étalée sur 20 ans, pour qu'ils se souviennent chaque mois du goût amer de la trahison. C'est ma vengeance légale la plus douce. Les lettres de supplication sont arrivées pendant des mois, d'abord de la prison, puis à travers des avocats. Toutes ont terminé dans la même cheminée où je brûle du bois tous les soirs pendant que je lis des livres que je n'ai jamais eu le temps d'apprécier quand j'étais une mère dévouée. Le feu consume leurs mots comme ils ont consumé mon amour. Les petits-enfants ont été le plus difficile à gérer. Thomas, le fils de Julien et Caroline, maintenant âgé de 13 ans, et les 2 enfants de Sophie, maintenant âgés de 9 et 11 ans, ont dû apprendre une vérité terrible. Leurs autres grands-parents, les parents de Caroline et le père de Sophie, qui avaient divorcé d'elle des années auparavant, leur ont expliqué graduellement ce qui s'était passé. Les enfants ont appris que leurs parents avaient menti, volé et tenté de faire disparaître leur grand-mère. Maintenant, ils comprennent que mamie Hélène n'est pas morte comme on leur avait dit, mais qu'elle n'est pas non plus disponible pour ceux qui l'ont trahie. C'est une leçon dure, mais nécessaire, sur les conséquences des actions familiales. J'espère qu'un jour, quand ils seront adultes et comprendront pleinement la gravité de ce que leurs parents ont fait, ils pourront me chercher s'ils le souhaitent. Mais ce sera leur choix, pas une obligation. Le docteur Bernard a perdu sa licence médicale et fait face à des accusations criminelles pour falsification de documents médicaux. Son cabinet a fermé et maintenant il travaille comme vendeur d'assurance santé. La vie a sa propre façon de rendre justice au-delà des tribunaux. Le soir, quand le soleil se couche peignant le ciel d'orange et de rose, je m'assois sur ma véranda avec un verre de vin rouge et je réfléchis sur la femme que j'étais et la femme que je suis devenue. La première vivait pour les autres, sacrifiait tout par amour familial. La seconde vit pour elle-même, aime sans se sacrifier et comprend que le respect se gagne avec des limites claires. Je ne ressens pas de rancune. La rancune est un poison qu'on prend en espérant que les autres meurent. Mon Nouveau Testament inclut une lettre qui sera lue après ma mort naturelle. Elle explique que j'ai choisi de mourir entouré de dignité plutôt que de vivre entouré d'hypocrisie. Ce matin, pendant que j'écris ces réflexions dans mon journal, le facteur arrive avec une lettre recommandée. C'est de Julien, de la prison. Une autre supplication de pardon. Sans l'ouvrir, je marche jusqu'à la cheminée où le feu matinal brûle. La lettre se consume en secondes, se transformant en cendres qui s'élèvent par la cheminée vers le ciel bleu. Je m'assois dans mon fauteuil préféré, celui que j'ai choisi pour le confort et non pour impressionner des visites, et j'ouvre mon livre de poésie à la page marquée. Dehors, les mouettes volent librement au-dessus de l'océan infini. Et je souris parce que je comprends finalement que le véritable héritage que je peux laisser n'est ni l'argent ni les propriétés, mais l'exemple d'une femme qui a appris à se valoriser avant qu'il ne soit trop tard. Le vent marin entre par la fenêtre ouverte, emportant le dernier vestige de l'Hélène que j'étais et bénissant l'Hélène que je suis. Je n'ai pas besoin du pardon de ceux qui m'ont trahi, parce que je me suis déjà pardonné d'avoir mis tant de temps à m'aimer. C'est ma vraie résurrection.
Pas revenir à la vie que j'avais, mais naître à la vie que je mérite. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.